Bah, c'était bien avant, c'est beaucoup moins bien maintenant. Donc là, c'est catastrophique ce que j'ai fait. J'avais beaucoup de récompenses et je suis passé à quelque chose où j'ai plus de récompenses. Là, à l'inverse, j'avais globalement pas de récompense et à la fin, je suis capable d'avoir tout le temps de la récompense. Donc moi, honnêtement, je vais préférer, en tout cas si c'est moi qui suis récompensé, je préférerais que mon comportement m'amène à cette situation-là plutôt qu'à celle-là. Et évidemment, ça va. Ouf. Voilà. D'accord? Mais vous voyez que si moi je prends ce critère-là, les trois ont la même valeur. OK? Donc, on voit bien qu'un critère comme ça, à horizon fini, qui fait juste une sorte de moyen-âge des récompenses que j'ai obtenues, c'est pas très bon comme critère. Ça vous va? Voilà. Donc là, je dirais, voilà, ça, c'est pas le critère que j'ai envie de retenir. Alors, bien évidemment, on pourrait essayer de moyenner ça avec un horizon infini, en faisant une somme, en faisant tendre la limite vers l'infini. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Je ne vais pas vous l'écrire au tableau parce que ça me gonfle de l'écrire, il n'y a pas grand intérêt. Mais en fait, le critère qui va m'intéresser, c'est plutôt un critère à horizon infini déjà, avec ce qu'on appelle un discount. En fait, l'idée, c'est que j'ai envie de tenir compte, de moins tenir compte des exemples lorsqu'ils sont loin dans le passé et de tenir compte beaucoup plus des exemples lorsqu'ils sont récents. Donc, globalement, ça va me donner que mon critère à horizon infini avec mon discount, il va travailler sur un paramètre gamma qui va dire que ma solution, c'est l'espérance de la somme donc de mes k est égale à zéro, qui peuvent aller jusqu'à l'infini, c'est pas grave, ça m'embête pas tant que ça, mais des gamma à la puissance k, R de K. Donc, c'est-à-dire que je vais multiplier les R de K par un gamma et je vais choisir que mon paramètre, il va être compris entre 0 et 1. Donc ça, l'intérêt d'un paramètre comme ça sera que ben, vous voyez bien que plus je vais remonter dans le temps, moins ça va compter parce que je vais avoir une modulation de mes récompenses de cette manière-là. C'est bon pour tout le monde? Voilà. La chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ce type de mise en œuvre va correspondre à quelque chose qui va être très facile à accéder d'un point de vue réseau de neurones. Voilà. Après, maintenant, en termes de stratégie, si on suppose qu'on a donc notre système et qu'on a déjà des valeurs de renforcement qui ont été obtenues, ben, j'aurai tout le temps le choix entre deux stratégies. Une stratégie qui sera une stratégie de gourmandise, d'exploiter ce que j'ai, versus une stratégie d'exploration de mon environnement. Donc, l'aspect gourmandise, hein, ou le côté glouton, hein. Donc, j'exploite ce qui est dispo. Donc ça, juste j'essaie de maximiser. Ou au contraire, j'ai une recherche aléatoire. Et donc là, en général, ben, ce qui va se passer là-dedans, c'est plutôt de regarder avec un aspect probabiliste. Probabiliste. Donc on va dire, ben, OK, j'ai la probabilité P de choisir l'amélioration. Et je vais prendre proba 1 moins P de choisir un mouvement aléatoire. Voilà. Et là, on va se retrouver dans la même chose que ce qu'on a avec le recuit simulé. Donc, on va avoir quelque chose qui est similaire au recuit simulé. Où finalement, mon niveau de bruit va correspondre à une notion de température. Si mon système il est très chaud, il est très agité, il peut être finalement très aléatoire. Au contraire, s'il est très froid, ben, j'ai plutôt tendance à en employer que ce que je connais. Et pensez tout le temps à mes algofourmis, hein, qui sont aussi une manière de voir le problème.
de se dire, bah, si c'est sûr que si je suis en phase où tout va bien, pas besoin d'avoir beaucoup d'explorateurs, autant exploiter au maximum. Mais évidemment, dans d'autres situations, c'est quand même bien de maintenir quand même une proportion d'exploration et surtout si ça va mal, il faut augmenter l'exploration. D'accord? Si j'ai perdu ma source, dans ce cas-là, c'est idiot de continuer sur le chemin, autant avoir tout le monde qui explore. Donc dans ce cas-là, comme si j'augmentais un peu. Et donc souvent, ce qu'on va avoir, c'est que si ici, j'ai la notion de la récompense attendue, donc je peux utiliser les distributions de Boltzmann. Donc, qui sera de dire GRA pour une action A, donc ça serait la récompense attendue. Pour l'action A dans l'état S, d'accord? Pour A, on va dire pour S de S. Dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que ma proba de faire l'action A, je peux le voir comme étant l'exponentielle du RA par rapport à A sur une certaine, divisé par une certaine température, sur la somme de tous les A' appartenant à A, des E, de RA, de HE. Voilà. Ça, ce qui me permet en fait de normaliser et d'avoir des probas qui sont bien exploitables et qui vont dépendre de T, T étant de température. Bon. Et évidemment, T tend vers 0 si tout est OK. Si j'ai fini d'apprendre, j'ai intérêt, si j'ai tout appris, que mon environnement est stationnaire, je peux me permettre d'avoir ma température qui décroît et de m'assurer que dans ce cas-là, je fais juste la politique optimale. Dans le cas contraire, si je suis en phase de souci, si je suis stressé, entre guillemets, eh bien, j'ai intérêt à avoir, je peux modéliser le côté de l'agitation comme étant le fait que la température serait très élevée. OK? Donc, mes techniques de renforcement. Oui. Hmm. Oui, ça dépend de quel signe je mets mon truc. Oui, on s'en fout un peu. La récompense, elle est toujours positive. Est-ce que ça va m'embêter beaucoup? On réfléchit. Donc la récompense, si ma température tend vers 0, si la récompense elle est positive, là ici j'ai un truc qui tend vers l'infini. Cela tend aussi vers l'infini, donc en fait ça va tendre vers 1. Clairement, celui qui va gagner, ça sera celui qui sera la valeur la plus grande. Si j'avais un -1 ici, non, je ne serais pas très content si mes valeurs sont. Oui, il faut faire attention aussi. Donc là, il faudrait mieux avoir ma récompense qui soit positive pour que ce soit OK. C'est bon? Euh, oui, en général, c'est souvent ce qu'on fait en réseau de neurones, c'est ce qu'on va avoir, où on va prendre juste si on considère que c'est le taux de décharge de nos neurones, par exemple, qui est employé, c'est une bonne équation. OK, je reviens à mon usage maintenant. Donc, l'idée, c'est que mes techniques de renforcement, elles vont chercher à faire la chose suivante. C'est approximer
la valeur optimale, là, qui est notée V étoile de S, par un V2S classique, enfin, qui ici serait S limite. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont noté dans le cas de l'apprentissage par renforcement. Donc, je vous le laisse avec ces notations-là. Mais pensez que si vous raisonnez avec l'algorithme à étoile, les notations sont inversées puisque l'estimé, c'est le étoile. Et sans le étoile, c'était la valeur entre guillemets réelle. D'accord? Et la chose importante, c'est que je vous parle de A étoile et pourquoi je pense à A étoile maintenant, c'est parce qu'en fait, les deux sont très liés. C'est-à-dire que dans le cadre de l'algo à étoile, on fait l'hypothèse qu'il existe, qu'on peut accéder à la fonction f qui nous donne le coût d'un nœud sur un chemin particulier. Eh bien, en fait, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre à faire cette estimation. Voilà. Et donc, se passer complètement de la notion de la fonction heuristique ou de la reconstruire, entre guillemets, grâce à notre apprentissage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire converger V de S vers le V étoile de S. Donc, ça, c'est notre objectif. Et donc, l'algo de base qui va être utilisé, c'est à partir d'un état S, choisir A en fonction de la stratégie. Donc, la stratégie pouvant être la gourmandise, la recherche aléatoire ou un mélange des deux en utilisant par exemple ma distribution de Boltzmann, je dirais tout est permis. Donc là, à vous de gérer ça au mieux. Ensuite, le système, donc ça, première étape. Deuxième étape, mon système aboutit dans un état esprit. D'accord? Il arrive dans cet état d'esprit et il reçoit un renforcement. Un renforcement petit r. OK? Dans ce cas-là, grâce à ce petit r, on va faire une mise à jour de la valeur V2S associée à l'état. V2S étant finalement, est-ce que j'estime que c'est un état intéressant ou pas? Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais aller en j'ai une boucle juste comme ça. Donc ça, c'est l'algo de base qui est utilisé. Ah, c'est parfait. Ça vous va? Maintenant, il faut trouver des algos, des règles d'apprentissage qui vont nous permettre soit de changer les valeurs V, enfin voilà, de changer correctement les valeurs V pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors historiquement, donc je vais vous faire l'approche historique parce que j'ai un peu de temps et puis plutôt que l'approche d'aller de suite vers la solution la plus efficace. Ce qu'ont proposé Sutton et Bartow, c'est un algo qui s'appelle le TD lambda. C'est bon. Donc, le TD lambda, l'idée, c'est comment est-ce que je vais modifier ces valeurs V de S en fonction des renforcements qui peuvent être obtenus. Alors, le problème du TD lambda, c'est qu'il n'a pas été prouvé dans le cadre général. Donc, l'idée, c'est, donc le principe, c'est utiliser donc, les prédictions successives
Donc, pour prédire la récompense. Donc, l'algo, il va consister à dire que la valeur du V de S, ça sera l'ancienne valeur du V de S plus un alpha fois la récompense qu'on va obtenir plus un gamma du V de S' moins le V de S fois un terme E de petit s. E de petit s, c'est E de S, c'est le terme d'éligibilité. Et il va être calculé de cette manière-là. Je vais revenir pour vous expliquer en détail pourquoi j'ai écrit ça. Mon delta là ici de SK de S, c'est une fonction de Dirac discrète. Donc elle est déterminée comme étant le delta de SK de S. Elle va valoir 1 si S est égal à SK et 0 sinon. Voilà. Et les choses importantes, c'est que les paramètres qu'on a, lambda, alpha, lambda et le gamma, ça appartient à 0. Voilà. Donc ça, maintenant, j'essaie de vous expliquer un petit peu déjà intuitivement ce qui est en train de se passer dans cette équation dès que vous y êtes. Si je peux... Juste voir Zoom ce qu'il me dit. Ensemble. Pour voir où est-ce que je suis. On voit à peu près. Oui, on va dire que c'est bon. Ouais, ça va aller comme ça. OK, vous y êtes? Bien sur le côté. Donc, je vais essayer de réexpliquer ici. Donc ça, ce V2S, c'est ce que je vous avais présenté au début. C'est l'idée que dans toutes les cases de mon environnement, j'essaye de prédire quelle est la récompense. Et donc, évidemment, si ce V2S, il est bien estimé, il me suffit de remonter le gradient pour trouver normalement pour aller le plus rapidement possible à ma récompense. OK? Donc, on va dire, OK, mon V2S, il va évoluer dans le temps en disant systématiquement, je repars de l'ancienne valeur et je vais rajouter à l'ancienne valeur quelque chose. Alors, comme je vais rajouter quelque chose, ben, l'idée, c'est qu'évidemment, si j'ai une récompense, j'ai envie de faire augmenter la valeur de mon V2S. Ça paraît logique. Mais en même temps, l'autre chose aussi qui m'importe, c'est est-ce que l'état dans lequel j'arrive, il a plus de récompenses ou moins de récompenses que l'ancien état? Donc, techniquement, si finalement je vais dans un état où j'ai moins de récompenses et que le moins de récompenses ne compense pas le petit R que j'ai eu, en fait, globalement, même si j'ai augmenté ma récompense, c'est moins bien. Parce qu'il aurait mieux valu rester dans l'état précédent, donc c'est pas bon cet état. Donc j'ai envie dans ce cas-là de le pénaliser en disant que, ah, mais en fait, voilà, il y a vraiment quelque chose sur entre mon nouvel état dans lequel je vais arriver. S'il est plus intéressant, alors ça se rajoute à ma récompense parce que même si j'ai pas de petit r, si le nouvel état dans lequel j'arrive, il va me donner beaucoup plus de récompenses, c'est comme si en fait on m'avait explicitement récompensé. D'accord? Parce que si par exemple très loin il y a une bonne récompense, ben, c'est bien de pouvoir en tirer parti. Donc, en fait, la manière de voir l'algorithme, pour bien comprendre, c'est la suivante. Vous pouvez voir l'ensemble de vos V de S comme étant des sortes de verres qu'on remplirait. Imaginez, ça, ce sont tous mes états. Le départ, là, je fais une certaine action, ça m'amène dans un autre état.
puis après, ça va m'amener encore peut-être dans un autre état, et puis à la fin, je vais arriver comme ça, et tac, là, ici, c'est la fin. Donc là, ici, j'ai vraiment mon R qui va être obtenu. Et on peut imaginer que dans mon problème, le R, il est obtenu qu'à la fin, et pour tous les autres endroits, R vaut 0. Donc vous voyez bien que le truc initial, c'est de se dire, ah mais en fait, ben, quand je suis comme ça et que je suis en train de bouger et que je vais passer d'un état à l'autre, j'ai pas de récompense. L'endroit dans lequel j'arrive ne me dit rien du tout. Donc, il n'y a aucune raison que je renforce. Je n'ai pas de raison de casser en disant que c'est pas bien, mais je n'ai pas de raison de dire que c'est bien. Donc, je suis neutre par rapport à ce qui se passe. Mais arrive ici ce moment-là où là, tac, j'ai une bonne récompense qui est obtenue. Donc, ça me dit maintenant que si je recommence l'expérience, quand je vais arriver ici, eh bien, il vaudra mieux aller vers ce nœud-là que vers, par exemple, un autre nœud, si j'avais deux possibilités. Celui-là, il est moins intéressant. Parce que là, ici, je sais que je vais attendre une récompense. Donc, maintenant, quand je vais revenir sur ce nœud-là, même si je n'obtiens pas de récompense, je peux avoir envie de dire, ah oui, mais en fait, le nœud suivant, il me donne une récompense, donc je vais prendre gamma fois cette récompense. Et donc, finalement, ici, je vais me retrouver avec gamma R comme valeur. Et puis, la fois, l'expérience suivante, hein, d'accord, il faut beaucoup d'expérience, il faut recommencer l'expérience plein de fois, mais l'expérience encore suivante, quand maintenant je vais arriver ici, ben, je vais dire, ah oui, mais en fait, ici, j'ai peut-être pas de récompense, je ne reçois pas de récompense, sauf que l'état d'après, il m'apporte gamma R. Donc, en fait, je vais considérer que moi, je n'ai pas droit à tout le R, hein, ni au gamma R. Je vais prendre juste, en fait, une fonction de ça. Donc, je vais avoir un gamma carré de R. Et ce truc-là va se reproduire de proche en proche jusqu'à arriver finalement ici où je vais avoir un gamma à la puissance n de r. Donc en fait, finalement, je vais retrouver mon histoire de discount, de critères d'optimalité à horizon fini avec discount qui va être présent dans mon équation. Évidemment, avec mon gamma hein, qui est supérieur à 0, mais qui est inférieur à 1, de manière à me garantir que dans le temps, en fait, mes valeurs de gamma, mon gamma à la puissance n, il se comportent comme ça. OK? Donc là, vous voyez que finalement, avec une stratégie comme ça, forcément, si la récompense n'est obtenue qu'à la fin, le chemin le plus court sera le chemin le plus récompensé. Ça vous va? OK. Et donc voilà, donc ça m'explique à peu près ce que j'ai raconté ici. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on peut pondérer de manière à tenir compte, en fait, de ce qui se passe sur les autres états, en se disant, mais finalement, quand je fais ce calcul-là, est-ce que je vais regarder, enfin, qui je vais aller regarder au niveau de mon fonctionnement? Et alors, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils vont considérer, c'est ce qu'on appelle le TD0, qui est le truc qui est le plus utilisé. Et dans ce cas-là, l'algo, il revient à dire que mon V de S, c'est l'ancien V de S plus alpha, le R, plus donc mon gamma V, pardon, gamma V de S prime, moins mon V de S. C'est-à-dire que là, tout ça se simplifie de cette manière-là. Et si vous l'écrivez comme ça, ce que vous allez voir, c'est que ça, c'est égal à avoir 1 moins alpha votre V de S plus alpha, le R, plus le gamma de V de S prime. Voilà. Donc ça, en fait, et là je vais dire plus entre les deux. Donc si vous avez une équation comme ça, ce que ça vous dit, si vous êtes en train de faire une moyenne pondérée entre l'ancienne valeur que vous aviez, plus la récompense que vous avez, plus la prédiction que vous faites de l'état suivant. Voilà, donc ça, c'est en général l'algo que tout le monde va utiliser. OK? Donc ça, cet algo-là et le TD lambda, il a vraiment été beaucoup utilisé par les gens qui adoptent une approche, on va dire, neuronale, parce que l'intérêt, c'est que pour un état, on peut directement prédire une valeur et donc se dire, ah ben finalement, à chaque fois que j'ai des états, je peux avoir un petit réseau de neurones qui va finalement apprendre à approximer cette fonction-là. Donc ça, c'est un algo qui est pas mal utilisé. Ça va? Mais qui a des défauts.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, je vais passer maintenant à une autre variante, en fait, qui est intéressante parce que c'est sur elle où on a pu apporter des preuves de l'apprentissage par renforcement. Donc ça, c'est le début des années 90. Il me semble, alors je ne sais pas si j'ai noté la date pour Watkins. Ah, il y a quelqu'un qui a un accès Internet pour me dire le Q-Learning Watkins, quelle est la date? Bon. Je ne me rappelle plus si c'est fin 80 ou début 90. Combien? 92, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, donc c'était ce que j'avais en tête. Donc voilà, donc l'algo qui va m'intéresser, c'est le Q-Learning qui a été proposé par Watkins. Et en fait, en 1992, et ces algos-là, ils ont vraiment été proposés dans le cadre, en fait, un petit peu de l'approche animate, hein, c'est-à-dire que les confs qui étaient motrices à ce moment-là, c'était des confs où on regardait beaucoup comment est-ce que je peux modéliser un animal d'une manière synthétique et comment je pourrais garantir son apprentissage. Donc, dans ces gens-là, on avait beaucoup de gens qui travaillaient sur les algorithmes génétiques et en fait, et beaucoup de gens qui travaillaient aussi sur le côté de l'apprentissage par renforcement. Et il se trouve que ces algos après d'apprentissage par renforcement sont complètement sortis de ce cadre-là pour se retrouver appliqués dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en IA. Donc, l'idée, c'est que, en fait, la difficulté avec le TD lambda, c'est que quand vous avez besoin d'aller dans un état pour savoir ce que sera la récompense. Dans l'état dans lequel vous êtes, vous mesurez juste votre récompense, mais ce n'est pas particulièrement intéressant parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'état suivant. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir, il manipule Watkins, l'idée d'avoir une quantité Q, qui est une quantité qui va dépendre de l'état, mais aussi de l'action. OK? Donc là, on veut estimer donc ces Q de SA plutôt que juste les V de S qu'on avait tout à l'heure. Et l'algo, il va être simplement de dire que la modification du Q de SA, ça sera en fait 1 moins alpha, le Q de SA que l'on avait avant. Donc on récupère l'ancienne moyenne, plus alpha R, plus un gamma du Q max ds'. Donc, vous voyez, on est très proche, en fait, du TD 0 hein, en termes d'écriture. Et là, le Qmax, donc pour mes états esprits, ça correspond au max que l'on peut avoir en prenant toutes les actions possibles depuis notre état esprit. Voilà. Et on peut montrer. Maintenant, on regarde le Q de étoile de ça, avec une proba de 1. Dans le cas markovien. Alors, peut-être que j'explique quand même encore un peu plus, pour que ce soit bien clair à ce que je fais ici. Est-ce que vous y êtes tous? C'est bon? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je regarde cette équation? Qu'est-ce qu'elle me dit, en fait, cette deuxième partie d'équation? La première, on va dire, c'est la même chose que mon petit lambda, globalement. Mais la deuxième me dit quand même des choses un peu particulières. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je suis, par exemple, dans une case. Si je suis dans mon environnement et que je représente un environnement à cases en disant, voilà, je suis ici et je pourrais aller dans 4 cases qui sont autour, par exemple. Voilà, je peux parler, en fait, ici, dans cette case-là, finalement, c'est comme si j'avais 4 valeurs de Q de S1. D'accord? J'ai Q. Donc ça, c'est S. D'accord? Voilà. J'essaie de vous dessiner les choses proprement. Ça serait ma case qui correspond à cet état S. Et puis dedans, j'ai qu'est-ce qui se passe si je fais genre l'action A1?
l'action A2, l'action A3 ou l'action A4. D'accord? Qui serait finalement aller par là, aller par là, aller par là ou aller par là. OK? Donc, au final, ça me permet d'arriver en disant, là, pour cette case-là, d'accord, j'ai Q de S de A1, j'ai Q de S de A2, Q de S de A3 et Q de S de A4. Ça va? Voilà, donc ça, c'est juste pour que vous ayez pour bien visualiser. Si finalement je prends un labyrinthe et que j'imagine que j'ai que 4 actions, hein, donc je peux bouger comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ben, au final, ça signifie qu'une case, elle a 4 cases voisines. Et dans chacune de mes cases, je suppose que j'ai 4 valeurs qui sont disponibles en fonction donc, du fait que je sois dans cette case-là. Quelle sera la récompense attendue si je fais le mouvement A1, A2, A3 ou A4? Tout le monde est OK? Bien. Imaginons que je fasse le mouvement A2, donc que je fasse cette sélection-là, et que maintenant je me retrouve dans cet état ici. En fait, la question, c'est quelle est la récompense dans cet état? Ben, vous voyez que cet état, il va se traduire de la même manière que ce que je vous ai dessiné là. C'est-à-dire que dans cet état, je vais aussi avoir 4 cas possibles. Donc, en pratique, ça signifie que dans l'état suivant, je vais me retrouver avec Q. Donc là, je vais me retrouver. Je suis désolé, j'ai oublié de. Je vais me retrouver donc avec 4 possibilités. Donc, il sera que pour cet état esprit, je vais avoir A1, A2 qui seront possibles comme action, A3 et A4. Voilà, tout ça, c'est possible. Donc, comme tout ça, c'est possible, ça me laisse quand même la question vraiment entière de se dire, ben, OK, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais considérer comme étant le renforcement possible dans la case suivante. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que quand j'arrive dans la case suivante, finalement, j'ai pas envie de. En fait, je dois me dire, mais tout ça, c'est possible. Comme tout ça, c'est possible, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le max de tout ça, puisque même si un mouvement est associé à une, enfin, même à une punition, si un autre est associé à une très bonne récompense, ben, ça ne sera pas un souci, je choisirai la récompense. Donc là, ici, en fait, on va prendre le max de ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que ici, on prendra simplement le max des valeurs qu'on peut récupérer de là. Et donc là, vous voyez que dans ce cas-là, j'aurai bien quelque chose qui va consister à dire, ben, je fais une moyenne pondérée entre la récompense que j'estimais déjà grâce à mon passé, plus la récompense que je peux obtenir, plus le fait que le nouvel état dans lequel je vais arriver me permettra d'obtenir, d'aller vers une récompense plus intéressante. Et donc, l'idée, c'est que ça, quand je vais itérer très longtemps, eh bien, je vais tendre vers la moyenne des récompenses que je peux espérer. Ça vous va? Voilà. Et donc, on peut montrer que dans le cas markovien, on va vraiment aller vers la récompense. Oui. Ah, en fait, parce que imagine que j'ai rien ici, que les autres cases ne me disent rien et que je regarde juste ma case toute seule. L'algo que j'ai, dans ce cas-là, reviendrait à dire que j'ai Q de SA, enfin, où ça serait égal à 1 moins alpha, donc mon Q de SA. Enfin, j'oublie les S et les A, parce que je considère comme seul état. C'est-à-dire le Q pour T plus 1, ça sera 1 moins alpha, le Q que j'obtiens pour l'instant T, plus alpha fois, en fait, la valeur R que j'ai là. Donc, il n'y a plus que ça. D'accord? Si je suis tout seul au monde et je suis en train de regarder ce qui se passe. Et là, vous regardez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? En fait, si vous regardez ce qui se passe quand on fait ce calcul-là, alors je vais vous prendre le problème par un autre bout de manière à simplifier les choses. Imaginons que je veuille fabriquer la moyenne de plein de choses. La moyenne, d'accord, je l'écris comme ça, ma moyenne, c'est une valeur A1 plus une valeur A2. Non, je vais le faire avec des R, comme ça sera, au moins je pourrais le lire. Un R1 plus un R2 plus un R3 plus un Rn divisé par N. Ça, c'est ma moyenne sur N échantillons.
Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter un échantillon? Donc, je vais, en fait, globalement, je vais rajouter un R n plus 1, d'accord? Et dans ce cas-là, il faut que je redivise par n plus 1, d'accord? Et tout ça, tac, je dois faire ça. Donc ça, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça, ma nouvelle moyenne, en fait, à t plus 1, je peux dire que c'était égal à la moyenne à l'instant t, multiplié par n, parce que comme ça me donne la somme, plus cette valeur-là divisée par tout ça. Donc, en fait, on est bien d'accord que dans ce cas-là, je peux l'écrire comme étant la moyenne que j'avais n fois cette moyenne-là, plus mon R de n plus 1, divisé par n plus 1. OK? Je peux écrire ça comme ça. Maintenant que je l'ai écrit comme ça, je peux encore faire un petit jeu de réécriture. Je vais l'écrire au-dessus parce que là, je manque de place. Pour finir le calcul, je vais bien vous montrer pourquoi ça va répondre, j'espère répondre à ta question. C'est quand je vais regarder donc, la moyenne pour t plus 1, ben, je vais pouvoir le réécrire comme étant n sur n plus 1 de mon ancienne moyenne de t plus 1 sur n plus 1 de CR de n plus 1. Eh bien, ça, en fait, quand vous regardez ces paramètres-là, c'est exactement la même chose que d'écrire un 1 moins alpha. Et un alpha ici, je peux vous assurer que si vous faites le calcul, vous allez retomber sur vos pattes. Voilà. Donc, en pratique, ça signifie que là, j'ai fabriqué un estimateur de la moyenne. Alors, un estimateur qui, évidemment, a tendance à tenir compte plus des choses récentes que des choses du passé, mais a priori, je vais tenir compte d'une infinité de choses. Donc là, en fait, c'est la manière, c'est le filtre récursif au premier ordre, c'est l'estimateur de la moyenne récursif, écrit juste au premier ordre. Voilà, ce qui d'un point de vue neuronal aussi, hein, peut s'écrire comme étant, ah mais finalement, ici, par exemple, je prends un paramètre 0,9, ici j'ai un neurone qui reboucle, plutôt 0,1 ici qui reboucle avec un 0,9, et donc là, ici, si j'avais des valeurs, ici, j'ai la moyenne de ces trucs-là estimés sur genre une dizaine d'itérations. Ça va? Et vous estimez, hein, on est d'accord, c'est pas la vraie moyenne, mais c'est une estimation faite avec un petit filtre récursif. Tout le monde est bien là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une ruse qu'on va retrouver un peu partout en réseau de neurones. Donc on va la retrouver dans les réseaux de neurones récursifs et on l'a ici, en fait, sur cet aspect d'apprentissage par renforcement aussi. C'est bon? OK. Donc voilà. Donc ça, c'était le passage ici. Donc là, ça, j'ai expliqué. Donc où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus trop. Euh, en tout cas, voilà, j'ai un algo qui est simple et qui converge dans le cas markovien. Attention, il converge dans le cas markovien et dans le cas non markovien, accrochez-vous. En fait, ça peut devenir catastrophique. Il y a des cas où ça va assez bien se passer, mais je peux vous assurer que, un, vous ne pouvez rien garantir et que même dans certains cas, vous pouvez garantir des catastrophes. OK? Tout le monde est, ça va? Alors maintenant, je vais juste vous illustrer ça en reprenant par rapport à un exemple. Ça sera peut-être plus simple. Donc, là, voilà, qui est là-dessus. Alors, il faut que j'efface. Voilà, sur les slides, l'explication est un peu plus détaillée. Donc, si jamais vous avez des soucis, vous aurez plus d'infos. Donc ça, on a déjà dit tout ça. Ça, j'ai pas besoin. Donc, évidemment, l'idée, c'est que comme ce que j'apprends, c'est les valeurs de renforcement, hein, si je suis en train de jouer à un jeu qui est un jeu entre guillemets à plusieurs joueurs, hein, enfin du style voilà le tic-tac-toe, jeu de morpion, eh bien ce qui va se passer, c'est que je suis capable d'apprendre à prédire pour chaque état quelle est la récompense que j'attends. Donc là, j'ai vraiment l'algo, le bon algo pour faire cette prédiction et pouvoir garantir que à terme, les valeurs apprises pour chaque état garantiront d'avoir la stratégie optimale. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, c'est de là qu'est venu le fait qu'aujourd'hui, on a tous nos algos d'apprentissage par renforcement qui permettent de jouer même au jeu de Go. Voilà, donc ça,
on a donc là les quantités, donc ça, je vous en ai parlé, donc ça, c'est les trucs, le détail. Tac, ça m'égale. Hop, c'est juste un peu plus long pour vous raconter la même chose que ce que je vous ai raconté. Euh, oui, la chose qui est tout le temps importante quand même, hein, et c'est vraiment un problème qui est complexe, ce dilemme exploration-exploitation, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que, imaginez, alors en fait, il y a les statisticiens, ils jouent beaucoup avec ça et ils vous montrent plein de résultats qui sont vraiment super intéressants parce que, notamment, le truc qu'ils regardent, c'est avec des notions de bandit manchot. Bon, là, ils le font avec un bandit manchot qui aurait plusieurs bras, mais l'expérience de base qui vous montre bien la difficulté, c'est imaginer, vous arrivez voilà, dans une zone où il y a plein de casinos, hein, c'est des trucs en général, ils vous font ça des côtés de Las Vegas et compagnie, dans les histoires, et vous arrivez dans une salle, il y a par exemple 4 bandits manchots. Vous mettez une pièce dans le premier bandit manchot, et tac, il y a de l'argent, vous recevez de l'argent. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous rejouez sur ce bandit manchot ou est-ce que vous allez jouer sur un autre? Ben, en fait, je dirais que si normalement on était raisonnable, on devrait se dire si j'ai gagné sur celui-là, je vais peut-être aller jouer sur un autre parce que je ne peux plus rien espérer. Mais s'il se trouve que vous jouez 2 fois sur le même bandit manchot et que vous gagnez 2 fois, là vous vous dites, là je suis tombé dans une salle, c'est des truands, autant en profiter. Je suis tombé sur le bandit manchot qui permet de tout en gagner pour blanchir de l'argent. Génial pour moi. Donc je peux continuer à jouer là-dessus. Mais la question après que vous pouvez vous poser, c'est ah ouais, mais qu'est-ce qui me dit que si je n'allais pas jouer sur notre bandit manchot, je n'aurais pas encore plus de gains? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette difficulté-là de se dire, mais comment je peux estimer la probabilité de mon gain? La seule solution, c'est de jouer. Il faut jouer partout. Le problème, c'est que si je joue partout, je perds du temps et je perds de l'argent, essentiellement. Voilà. Et donc, vous avez ce trade-off qui est résumé un petit peu par ce problème-là, de se dire, bah oui, en fait, il va me falloir du temps, il va me falloir jouer pour pouvoir estimer. Et pendant que j'estime, ben, malheureusement, je ne gagne pas certaines choses. Voilà. Donc, c'est ça le défi en fait, de l'apprentissage par renforcement. Chaque étape compte et on voudrait minimiser l'exploration, mais en même temps, on ne peut pas complètement nier cette exploration parce que si on reste sur le truc qui marche bien, il n'y a rien qui nous dit que finalement on est des gagnes petits et qu'on aurait pu gagner 10 fois plus à côté. Ça va? Vous avez bien compris? Voilà. Et donc ça, honnêtement, c'est vraiment un casse-tête à chaque fois qu'on y est confronté. Et ce qui veut bien dire dans le système, la seule solution, c'est de jouer sur ce trade-off en disant, je vais garder une probabilité d'explorer par rapport à mon exploitation. Et ça dépend, entre guillemets, des contraintes de viabilité de votre système. Voilà, si c'est votre survie qui est en jeu, est-ce que vous avez vraiment envie de tenter de vous faire tuer à chaque fois? Ben, pas forcément. Si à l'inverse, ben, le temps compte pas trop et que vous avez beaucoup de temps devant vous, ben, explorer, ça peut valoir vraiment le coup. Voilà, donc il y a un aspect de criticalité par rapport à des notions de temps réel, par rapport ben, à des problèmes de danger qu'on doit prendre en compte et qui vont faire que forcément les stratégies adoptées ne seront pas les mêmes dans les différents cas. Et donc ça, cet arbitrage-là, malheureusement, le Q-learning ne vous dit pas grand-chose là-dessus. OK. Donc ça, on a vu, ça, on a vu. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand je fais fonctionner mon algorithme du Q-learning, ben, ce qui va se passer, c'est quand je regarde le Qmax pour mes cases, eh bien, si j'ai obtenu une récompense ici, eh bien, et que mon gamma vaut 0,9, ben, directement, les cases juste adjacentes vont pouvoir récupérer, dès que je vais y aller, vont récupérer ça. Mais pour toutes les autres cases, je ne sais rien. Donc, si je recommence mon expérience depuis ici, je n'ai pas d'infos. Donc, je bouge au hasard parce que je ne peux rien faire d'autre. Et une expérience encore après, ben là, maintenant, je vais pouvoir augmenter et avoir une information ici. Si maintenant je suis passé par là, j'aurai une information pour ici et par ici, j'aurai pour là. Donc, vous voyez, à chaque fois, chaque expérience va me faire augmenter un petit peu ce que je connais de mes valeurs Qmax pour les états S ou les V de S, par exemple, selon que je suis avec le Q-learning ou avec le TD lambda. Je vais pouvoir les estimer petit à petit, mais ça va vraiment me prendre du temps, puisqu'à chaque fois, je dois refaire l'expérience pour petit à petit avoir ces valeurs qui diffusent
et jusqu'à obtenir en fait des valeurs qui vont me dire pour chaque case, qu'est-ce que je peux espérer. OK? Donc, vous, ça veut dire que quand vous allez faire tourner l'algorithme du Q-learning, il faudra un très grand nombre d'itérations avant d'obtenir les récompenses. Ça va? Donc, c'est un algo. Alors, dans ce cas-là, on est markovien parce que ce qui se passe dépend juste de l'état dans lequel on est et parce que la nature du problème nous le permet. Faites attention, ce n'est pas forcément le cas de tous les problèmes. Donc, les cas où ça ne va pas marcher, c'est si, par exemple, vous avez plusieurs agents qui sont en interaction et que vous caractérisez votre état que parce que vous êtes en train d'avoir comme information sensorielle, bah, ça ne sera pas bon parce que la présence de notre agent pourrait complètement perturber ce qui est en train de se passer. Et dans ce cas-là, vous êtes plus dans le cas markovien. Si maintenant, ce qui se passe dans un état donné dépend, en fait, si l'information que vous avez sur votre état est incomplète, par exemple, euh, vous êtes, alors je sais pas, si je trouve pas. Oui, voilà, donc là, ça va vous donner la stratégie. Hop, tac, 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 tac. Non, ça, je m'en fous. Oui, donc, ce qui va se passer, les cas, par exemple, qui sont non markoviens. Imaginez que vous ayez un robot et il ne perçoit pas tout son environnement. Il n'a qu'une perception, par exemple, de ce qui se passe autour de lui, comme s'il avait un lidar. Et vous voulez utiliser le Q-learning. Donc, vous pouvez dire, ben, grâce à mes informations sur mes lidars, à mes capteurs de vision, enfin, tout ce que vous voulez, je catégorise les situations et je reconnais des états. Sauf que vous pouvez bouger, faire 1 kilomètre et peut-être 1 kilomètre plus loin, avoir la même situation sensorielle. Donc, pour vous, ça sera le même état. Donc, en fait, vous allez avoir un observable, mais cet observable a un souci, c'est qu'il y a un état caché. D'accord? C'est-à-dire le fait que, finalement, si je ne connais pas la distance que j'ai parcourue, je ne me rends pas compte que ce ne sont pas les mêmes états. Et donc, dans ce cas-là, si je crois que je suis revenu dans le même état, ben, en fait, je vais me retrouver dans un problème qui est non markovien. Parce que ça dépend du passé, ce qui se joue à un moment donné. Et donc voilà, donc c'est vraiment le souci, c'est que si j'ai une perception limitée, ma capacité à fabriquer un état qui est vraiment absolu, elle est mauvaise. Et donc, comme je vais pouvoir avoir une ambiguïté là-dessus, je suis dans un canon markovien et je n'ai pas de garantie sur mon Q-learning. Il se trouve que dans ces problèmes-là, souvent, le Q-learning va bien se comporter. Donc, ça peut souvent suffire d'avoir une perception limitée et malgré tout, on n'a pas de garantie d'avoir la stratégie optimale, mais tant que, on va dire, l'environnement n'est pas adverse, ne vous en veut pas, vous allez pouvoir bien vous en sortir. En fait, il faut juste espérer qu'il est markovien à la limite de perception que vous avez. Ça va? Mais vous verrez, en TP, je fais exprès à un moment donné que ce soit pas markovien. C'est pas bon pour vous. Hein. Enfin, voilà. Ou après, il faut modifier le problème pour que ça devienne markovien. C'est bon? Ah, et c'est l'heure. Voilà. Donc, alors, attendez, juste un petit détail. Donc là, vous voyez, cet algo du Q-learning, il est efficace, mais il a vraiment des limitations. En TP, il faudra le faire tourner comme ça. Il faut surtout pas essayer de griller des états et d'aller plus vite, d'accord? C'est-à-dire que à chaque itération, malheureusement, ça prendra longtemps pour que ça marche et ce n'est pas un algo hyper efficace. On verra la fois prochaine comment on peut le rendre plus efficace. Mais là, au jour d'aujourd'hui, pour cet après-midi, pour ceux qui démarreront ça et pour le TP, oubliez tout souci d'efficacité. On est dans un environnement ACAS qui est suffisamment petit. Ça tournera bien sur votre ordi, vous n'aurez pas de souci. Après, les problèmes de passage à l'échelle, un cas réaliste avec robot, ben là, c'est plus délicat. Ça sera pour la prochaine fois.